Buongiorno, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, la vidéo, je pense, le plus attendu parmi beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, je vous parle de mon parcours PMA, mais cette fois-ci dans le privé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou vous tombez tout par hasard sur cette vidéo, c'est peut-être parce que cet argument, ça vous concerne. Peut-être vous allez commencer bientôt un parcours PMA, donc vous êtes en train de vous renseigner, ou vous êtes déjà dans le parcours PMA, donc vous voulez chercher des témoignages. Et aujourd'hui, ça va être le jour de mon témoignage. Je vais vous partager tout ce qui était mon expérience dans ce cas spécifique dans le parcours privé. Beaucoup d'entre vous, ils savent déjà, mais pour les nouveaux, j'ai fait un parcours PMA depuis le 2019, début de 2020, et j'étais suivie à l'hôpital public. Je ne vais pas revenir sur le sujet, j'ai fait une playlist qui s'appelle notre parcours PMA, donc vous allez retrouver vraiment toutes les saisons, saison 1, saison 2, saison 3, et en direct, c'est-à-dire chaque fois que je vais à l'hôpital, je reviens, je partage qui était là. Je fais des vlogs, voilà, je fais des vlogs, et je vous dis le bon et le mauvais vraiment en temps réel. Et c'est avéré qu'à plusieurs reprises, il y a eu des moments mauvais, voilà, pas par rapport à la réussite du parcours, pas par rapport au résultat du parcours, donc de la grossesse ou pas par rapport à ça, mais vraiment par rapport au suivi, par rapport à la prise en charge, par rapport vraiment au rapport médical-patient, voilà. Sur ce côté-là. Je ne vais pas revenir sur les divers épisodes qui m'ont un peu, non, un peu c'est pas beaucoup, qui m'ont assez perturbé mentalement, voilà, et que je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Et sachez que j'ai rencontré des bonnes personnes où je me suis sentie compassion, écoutée et suivie, mais j'ai rencontré aussi des autres personnes qui m'ont fait sentir comme un numéro, comme une bête qui passe à l'abattoir et où je ne me sentais pas écoutée, pas bien suivie. Mais je ne vais pas revenir sur chaque épisode. Pour cela, si vous intéresse, si vous êtes curieux, que vous n'étiez pas à l'avant, donc vous n'avez pas, vous avez vraiment plein de vidéos. Plein de vidéos de quoi vous occuper, de quoi vous occuper des journées, des semaines et des mois entiers. Voilà. Là, aujourd'hui, on va parler de ce parcours que j'ai vécu dans le privé. C'était fin 2023, début 2024, quand j'étais vraiment épuisée. Mentalement, j'ai dit non, là, je ne vais plus retourner à l'hôpital parce que si je continue encore à l'hôpital, et pourtant j'ai persévéré. Je voyais que certaines choses, ils n'allaient pas, mais je persévérais. J'ai dit ok, ça va, peut-être c'est moi, peut-être voilà. Donc, j'ai persévéré pendant presque 4 ans. Hein. Donc là, 2024, je décide d'aller voir un docteur dans le privé. Pas forcément pour le parcours PMA, mais parce que suite au parcours PMA, et je dis suite parce qu'avant, j'avais pas ce problème, donc pour moi, c'est suite au parcours PMA, depuis que j'ai commencé certains médicaments, et plus spécifiquement de Faston, j'ai commencé à avoir cet épisode-là, c'est-à-dire j'avais cet épisode de règles énormes, abondantes, je me tachais partout, qui commençait et s'arrêtait jamais. Il y avait des journées un peu plus de flux un peu plus abondantes et des fois moins abondantes, mais ils étaient tout le temps là. Et ça pouvait durer 2-3 mois jusqu'à ce que je fasse quelque chose pour les arrêter. Donc, et j'avais remarqué que ce problème, maintenant, il était là. Et même quand j'arrêtais, par exemple, la PMA, période de pause de PMA, donc je ne faisais pas de traitement pour 7-8 mois pour faire reposer mon corps et tout, ce problème de règles, il persistait. Il était là. Donc, je me suis dit, Angela, n'importe quel choix tu vas faire pour ton avenir, si tu vas continuer la PMA ou pas, tu vas réussir ou pas, je pense que ce problème, il va être toujours là. Donc, il faut que tu règles et que tu trouves une solution. Du moment que dans le public, tu parles, personne t'écoute, finalement, j'ai pris la décision, ce fameux fin 2023, d'aller voir quelqu'un dans le privé. Et j'étais partie chez lui de manière spécifique pour lui présenter ce problème. J'ai dit, écoutez, moi je suis en PMA, ça se passe ça et ça, mais on n'arrive pas à trouver une... je lui fais présenter ça tout le temps, mais personne qui me donne quelque chose à faire pour ce problème-là et tout. Donc j'ai dit, docteur, écoutez, pas importe la PMA, l'avoir un enfant, est-ce que vous pouvez me réparer ça? Parce que là, je me sens comme une voiture cassée. Personne, il prend à cœur ce sujet-là parce que j'étais plus une femme, hein? J'étais plus une femme. Et je vous dis la vérité, on ne peut même pas avoir des rapports, moi et Sofiane, de manière spontanée, pour essayer de manière spontanée parce que j'étais tout le temps en rouge.
tout le temps, et avec des grandes cailloux de sang. Du coup, le docteur il me prend en charge, la prise en charge, c'était rapide. C'était rapide, la vérité, dans les deux cas. Soit dans le public, j'étais prise en charge tout de suite, je n'ai même pas attendu quelques semaines. Et aussi, dans le privé, c'était hyper rapide. Ouais. Je vous fais un résumé vraiment rapide. Il m'a commencé à suivre pour ce problème-là. Il m'a opéré parce qu'il a dit que j'avais plein de polypes et tout. Mais après l'opération, ce problème, il a continué. Jusqu'à mai 2024, que j'étais au travail et tout d'un coup, des fortes douleurs. Je ne pouvais pas rester debout, je ne pouvais pas rester assise. Et je partais aux urgences. Et le temps que je suis aux urgences, je parte aux toilettes aux urgences. Et j'ai un grand truc qui sort de là-bas, de ma petite. Mais grand, je vous ai déjà montré l'autre fois, mais pour les nouveaux, c'était comme ça. Comme ça, c'était comme un morceau de viande, de basse-côte, avec, ça semblait des choses blanches autour, ça semblait comme de la graisse et tout. Donc, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Et du coup, là, après que j'ai parti à l'hôpital et tout, je retourne voir ce docteur dans le privé, que d'ailleurs, c'était vraiment une perle. Une personne vraiment hyper gentille, hyper humaine, qui vraiment tient à cœur ses patientes. Donc, c'était vraiment quelqu'un de pas bien, plus que bien. Et il me dit, écoute, Angela, j'ai compris où c'est le problème, donc où ça déclenche chez toi, mais j'arrive pas à te le résoudre. Je voudrais bien que tu ailles voir ce professeur, parce que lui, il est top, et c'est sûr qu'avec lui, tu vas trouver une solution. Du coup, je sors de la visite, dépitée, parce que j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai là? Personne n'arrive à me réparer et tout. Je commençais vraiment à paniquer, et surtout que maintenant, j'étais tombée sur lui, que j'adorais comme docteur, j'adorais. Donc, j'avais peur que maintenant, recherche un autre docteur, explique toute l'histoire à un autre docteur. J'avais peur de ne pas tomber sur une bonne personne. Là, pour ce dernier, j'avais eu la chance de tomber sur vraiment une bonne personne, un bon docteur. Et maintenant, j'avais peur pour la suite. Du coup, je sors de la visite, je regarde sur Doctolib et le professeur qui m'avait suggéré, il n'était pas disponible dans les prochains jours de la semaine, il n'y avait pas, il y avait pour la semaine d'après. Et j'ai dit, non Sofiane, il n'y a pas de disponibilité. Et je pars à regarder les avis sur Google. Les avis sur Google, ils étaient un peu mitigés. J'ai dit, non Sofiane, je suis un peu angoissée et tout, regarde les avis, ils sont un peu mitigés et tout. Et Sofiane me dit, Angela, le docteur... ce docteur, il te l'a conseillé, c'est une personne qu'on estime beaucoup, qu'on a beaucoup confiance en lui, il ne va pas nous conseiller quelqu'un qui n'est pas bien. Du coup, j'ai retourné sur Doctolib pour prendre une prochaine disponibilité, et finalement, il y avait de disponibilité pour le jour d'après. Peut-être il y a eu quelqu'un entre-temps qui a annulé le rendez-vous, donc c'est affiché un créneau et je l'ai pris. J'ai parti le voir, contre toutes mes expectatives faites sur la base des avis de Google. J'étais vraiment émerveillée. Quand je regardais sur Google, il y avait oui des bons avis, mais il y avait aussi des mauvais avis qui disaient que c'était une personne vénère, froide, attachée à l'argent, que les visites étaient rapides et tout. Donc, toutes les choses que moi, je déteste. Voilà. Qu'il n'avait pas d'empathie, qu'il ne souriait pas. Donc, vu cet avis, j'étais un peu effrayée, j'avais un peu peur et tout. Finalement, on est allé, la visite s'est hyper bien passée. Une personne qui était à l'écoute. La première visite, ça a duré un peu plus longtemps parce que c'était une visite de connaissance. Ça a duré à peu près 40 minutes, pas une visite expéditive. Il a pris le temps de nous écouter. Il a tout de suite compris la problématique. Il m'a juste donné à faire un examen en extérieur et une hystéroscopie. Pour confirmer, voilà, pour confirmer tout ce que je lui avais raconté, voilà, depuis que j'ai commencé la PMA, tout. Ah, parce que j'ai oublié de vous dire, pour les nouveaux, avant que je commence la PMA dans le public, à l'hôpital, j'étais partie voir une gynécologue en ville, voilà, à Paris, parce que j'avais pas eu de règles et je pensais d'être enceinte. Finalement, c'était pas le cas et tout d'un coup, les règles j'ai eu, mais avec du retard. Donc, j'ai parti au rendez-vous, j'expliquais tout et finalement, je vais le résumer parce que sinon là, on va jamais terminer. Elle m'avait donné ce fameux Duphaston et depuis que j'ai commencé à prendre ce fameux Duphaston pour elle, pour m'aider à régler ce problème de retard de règles, j'ai commencé à voir cette règle qui arrive et qui finit jamais. J'étais mal suivie
suivi par elle. Et en plus, il y avait la période que tout le monde ne pouvait pas sortir de la maison. Donc, elle profitait de ce fait de ne jamais me faire une visite, de jamais voir à l'écho qu'est-ce que j'avais et tout. Elle me faisait tout le temps des rendez-vous via vidéo, via Doctolib. Et voilà, et on tournait toujours au rond du problème. Jusqu'à qu'un jour, j'ai dit, écoutez, là, ça fait un mois que j'ai mes règles, je voudrais bien que vous me visitez tout. Il m'a fait gentiment partir au studio. Et là, il m'a dit, écoute, va faire une hystéroscopie à l'hôpital avec cette dame et tout. J'ai parti, je l'ai fait. Et cette dame, il m'avait dit que j'avais un adénomyose de fonte. Que d'ailleurs, c'est la même dame où je suis partie avec ce professeur. Parce que lui, il m'a dit, écoute, je veux juste que tu fais ça pour voir à peu près où on est avec cette adénomiose et tout. Et je veux que tu le fais chez cette dame, sans savoir que c'était la même. Donc, je l'ai écouté, je l'ai fait. Il m'a dit, vu l'âge, vu la problématique, vu ta réserve ovarienne qui est très basse, je pense que c'est mieux que tu reprends la PMA et après on va voir pour ton endomètre, pour cette adénomiose. Du coup, j'ai repris la PMA et tout avec lui. Et je vous invite à voir les vidéoblogs, si vous ne l'avez pas vu, de ce parcours privé aussi, ou si vous êtes intéressé à peu près, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, tout. Là, le sujet principal de cette vidéo, c'est vraiment comme c'était ce parcours dans le privé. Ce parcours dans le privé, ça a été une très belle expérience pour moi. Et je regrette que je ne l'ai pas fait avant. Mais si c'est arrivé maintenant, si c'est arrivé à ce moment-là, ça veut dire qu'il devait arriver à ce moment-là. Vous voyez, je crois un peu à ces choses aussi. Mais peut-être si j'aurais fait avant, je n'aurais pas eu la chance de tomber sur les deux derniers docteurs que j'ai rencontrés, qui ont été vraiment des personnes et des docteurs extraordinaires. Par rapport à la prise en charge, c'était une prise en charge très rapide, vraiment. Le professeur que j'ai vu le dernier, c'était une personne vraiment extraordinaire, très professionnelle, mais très humaine aussi. Une personne qui m'a donné la sérénité, c'est-à-dire il m'a donné cette sensation d'être bien suivi, d'être dans des bonnes mains. C'est une chose très importante. Je me suis sentie écoutée et surtout, j'ai senti comme si j'ai exposé mon cas à quelqu'un qui avait les compétences nécessaires pour me comprendre, voilà, et pour comprendre où il était le problème, entre guillemets. Sur ce côté-là, j'ai eu vraiment de la chance. Même concernant le secrétariat, une secrétaire adorable, vraiment adorable. Il y a eu occasion que j'ai dû envoyer des messages au professeur et tout parce qu'il m'a donné un numéro auquel je pouvais envoyer des WhatsApp. J'ai fait et j'ai eu une réponse après quelques heures. Même ça, je l'ai pris en compte. Pour ce qui concerne les visites en soi, pour cette dernière étape et tout, je me suis jamais, et je dis jamais, senti un numéro. Jamais senti un chiffre, jamais senti comme un billet d'argent qui marche, voilà, juste pour tout fric. Jamais. Jamais. La première visite, elle a duré une quarantaine de minutes. Après les visites successives, effectivement, il ne se durait pas longtemps. C'est-à-dire des fois 10 minutes, des fois même moins. Parce que je voyais aussi les personnes qui étaient devant moi. Et moi, je regardais la montre. Ok, la dame, elle est rentrée à 0,5. Elle est sortie à 0,10. Ok, elle est restée 5 minutes pour voir aussi l'avancement, voilà, de l'attente. Mais pour vous dire, en salle d'attente, j'ai jamais attendu vraiment beaucoup. C'était assez fluide, voilà. C'était moi qui partais un peu en avance pour ne pas tarder avec les transports. C'est quelqu'un que je vous dis qu'il a beaucoup de patiente. Donc, il gère très bien ses rendez-vous, il respecte très bien les horaires. Donc, expérience tout à fait positive et satisfaite, même si, voilà, j'ai pas eu le résultat attendu, j'ai pas eu d'ovocyte, j'ai pas eu de grossesse, non. Et pour ce qui concerne les frais, et c'est aussi l'autre sujet que je voulais aborder dans cette vidéo, que je pense que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous. Sachez que même si vous êtes au 100%, vous avez un ELD de 100%, vous aurez de l'argent à dépenser, à sortir de votre poche. Dans mon cas, je parle de mon cas et je vous dis tous les chiffres de mon cas. Comme ça, après, vous pouvez évaluer sur quelle fourchette de prix vous êtes si vous faites ça dans le privé. Parce que après, ça peut changer aussi de professionnel et professionnel, de clinique et clinique. Mais je pense, grosso modo, la fourchette de prix, ça va être celle-là. Voilà. Alors, pour ce qui concerne les visites, j'ai payé, regardez, entre les
200 et 160. Entre 200 et 160. Il y a eu des visites que j'ai payé 200, certains que j'ai payé 160. Et par exemple, là, le remboursement de la sécurité sociale sur les 200, hein, je parle sur les 200, c'est de 70 euros. Après, si vous avez une mutuelle, ce n'est pas mon cas, je n'ai pas de mutuelle, donc peut-être vous aurez aussi une partie qui est remboursée par votre mutuelle selon votre contrat. Par exemple, ce professionnel-là, ils ne prennent pas la carte vitale. Moi, je donne les 200 et après, c'est à moi, avec la sécurité sociale, de me faire rembourser. Et par rapport au remboursement, je voulais vous dire cette chose que j'ai découvert avec le temps. Hein, je n'ai pas découvert là, mais j'ai découvert, voilà, après 7 ans que j'étais en France, pour vous dire. Donc, que j'ai découvert que, par exemple, si on part chez un professionnel de santé, imaginons qu'ils ne prennent pas la carte vitale, vous payez 5, et que la visite, ça coûte 50 euros. Vous payez la 50 euros, vous avez un remboursement de la sécurité sociale sur les 50 euros de 25 euros, par exemple. À part après la mutuelle, si vous en avez une. Mais on parle juste de la sécurité sociale, là. 25 euros. Sachez que si, entre-temps, par exemple, au cours du dernier mois, au cours des derniers 2-3 mois, vous êtes parti, par exemple, à la pharmacie, vous avez acheté des médicaments, ou par exemple, vous avez fait une prise de sang, mais vous n'avez pas payé. Nous vous disions que c'était pris en charge. Mais sachez qu'il y a une participation forfaitaire pour chaque personne. Par exemple, concernant la pharmacie, pour chaque pièce de médicament. Par exemple, on a une participation forfaitaire, je dis une bêtise, on a pour chaque médicament, nous, on paye 1 euro de participation forfaitaire. Mais la sécurité sociale, ils ne prennent pas 1 euro au moment qu'on va récupérer le médicament à la pharmacie. Non, ils notent ça de côté. Par exemple, je pars à la pharmacie, je prends 5 médicaments dont je dois une participation forfaitaire à la sécurité sociale de 5 euros. Et dans le même mois, j'ai fait par exemple une prise de sang, donc j'ai une participation forfaitaire pour l'infirmière, on va dire de 7 euros. Ok, donc 12 euros. Donc, le moment que moi, je vais me présenter auprès de la sécurité sociale pour avoir le remboursement de 25 euros, elle va me dire oui, je te rembourse 25 euros, mais attends, je vais te déduire les participations forfaitaires que toi vers moi, c'est-à-dire 5 plus 7, 12 euros. Donc, ça veut dire qu'à la place de me rembourser les 25 euros, il va me rembourser 13 euros. Donc, je vous dis ça parce que peut-être certains comme moi, ils ignoraient cette chose. Et quand vous allez voir le remboursement, par exemple, là, ils disent 70 euros sur 200. Et après, vous allez vous retrouver avec 30 euros ou 40 euros. Des fois, par exemple, lors de ce parcours-là avec le docteur, des fois, sur les 200, j'étais remboursée 30 euros. C'est-à-dire que j'avais, voilà, cumulé des choses forfaitaires envers la sécurité sociale. Retournons sur les tarifs. Du coup, les visites, j'ai payé entre 160 et 200. Et ensuite, pour ce qui concerne la stimulation ovarienne, donc les visites que j'ai fait pour surveiller la stimulation, celle-là, je l'ai payé 120. Entre les 200 et les 120, c'était un total de 16 visites. En dehors de ça, j'ai tout noté, une hystéroscopie que j'ai payé 220. J'ai payé le biologiste, 56 et quelques, et j'ai payé l'anesthésiste, la visite anesthésiste, 90. Tout ça pour un total de 2470 euros. Ça c'est par rapport à mon nombre de visites et ce que j'ai fait. Après, pour vous, ça peut varier. Moi, j'ai fait 16 visites. Peut-être que vous allez faire 12 ou 20. Voilà, donc je vous dis en gros ce que j'ai dépensé. Voilà. Alors, concernant la pension, j'ai payé plusieurs personnes. J'ai payé le professeur, j'ai payé l'anesthésiste, j'ai payé la clinique. Le professeur 900 et la clinique 440, c'était compris 220 euros la chambre. C'était obligatoire de prendre la chambre. J'ai pris la chambre, la basique, le premier prix. Et l'anesthésiste, 200 euros. Et en plus, j'ai payé encore 60 euros pour les frais de dossier et encore une 100 euros. J'ai oublié pour quelle raison. Il m'a dit pour la technique, mais je n'ai pas compris exactement et je n'ai pas cherché plus que ça parce que c'était le matin. Le jour J, j'étais vraiment impatiente, donc j'ai payé les 160 et basta. Mais pour vous dire, ça c'est l'argent que j'ai sorti de ma poche. Même discours, par exemple, pour la pension de 900 euros, il y a un remboursement de la part de la sécurité sociale. Je vais le marquer. Regardez, par exemple, 300 et 600. Vous avez 300 et 600, j'ai fait là. Et vous avez un remboursement hypothétique sur ce chiffre-là
Si tout se passe bien, que vous n'avez pas de participation forfaitaire à donner à la sécurité sociale, vous avez un remboursement de 140 €. Voilà. Et pour ce qui concerne, par exemple, la clinique, il m'a donné un papier où c'était marqué tous les frais, tout ce qui rembourse la sécurité sociale et tout ce qui n'est pas remboursé. Donc, par exemple, les frais de dossier, 60 €, ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, c'est 60 €, bye bye, pas de remboursement. Mais par exemple, ce qui est un FIV classique ou un FIV XI, c'est entre 423 et 600 et quelques. Celles-ci sont prises en charge si vous avez la ALD de la sécurité sociale, c'est pris en charge au 100%. Et cet argent-là, heureusement, je n'ai pas dû sortir de ma poche pour après demander un remboursement pour la suite. Ils ont fait directement, eux, avec la sécurité sociale. Donc, je n'ai pas sorti cet argent-là, heureusement. Par exemple, moi, je n'ai pas eu de suite. Mais si après 2 ou 5 jours, il y a aussi le transfert et tout, là, il va y avoir des autres frais. Par exemple, là, le transfert, c'est marqué juste pour le docteur, on va dire 400. Après, à la clinique, vous devez des autres argent et je ne pense pas que vous allez payer la chambre pour le transfert. Parce qu'il y a des autres frais à donner. Par exemple, le transfert avec l'embryologue, c'est 50 € et cette 50 €, elle n'est pas remboursable. Après, s'il y a la vitrification, s'il y a la congélation, c'est tous des frais qui vont s'ajouter pour la suite. Je vais vous mettre le papier. Comme ça, vous faites une capture d'écran et vous allez regarder. Bien sûr, ce n'est pas marqué le nom de la clinique ou du docteur, mais comme ça, vous aurez une idée à peu près. Du coup, moi, en total, je n'ai eu, avec la visite que j'ai fait aussi à décembre, donc c'est la 17e visite, je n'ai eu pour 4 500 €. Sachant que je n'ai pas payé, par exemple, le 423 € pour la FIV classique ou 680 € pour une FIV XI, qui s'est été fait de manière directe avec la clinique et la sécurité sociale. Mais imaginez que vous n'avez pas le 100%, cet argent-là, vous devez le sortir. Voilà. Donc, là, tout en haut, c'est même... Et là, tout en haut, c'est marqué pour les parcours hors sécurité sociale, donc pour les personnes qui n'ont pas la prise en charge au 100%, se rapprocher du secrétariat afin de prendre connaissance du devis approprié. Donc, peut-être ça va changer quelque chose. Voilà, pour les personnes qui ont plus le 100%. Comme vous voyez, c'est un parcours en euros. Et si on n'a pas des bons moyens derrière, on peut le faire une fois, mais 2 fois, dans la même année surtout, ça va être compliqué. Même parce que cet argent-là, vous allez le sortir dans un délai de 2 mois, 2 mois et demi, voilà, à peu près. Donc, c'est pour cela que je vous dis que c'est quelque chose de très onéreux. Moi, pour moi, c'est arrêté à 4005 parce qu'il n'y a pas eu de suite. Sinon, il aurait, je pense, passé les 6000 parce qu'entre le transfert, ou s'il y aurait eu des embryons à congeler et tout, il ne faut pas réfléchir une fois, il faut réfléchir 2 fois. Et surtout, si ça ne marche pas, vous avez intention de le répéter à plusieurs reprises. Donc, il faut quand même compter que dans un an, vous pouvez sortir cet argent-là, par exemple, 2 fois. Faites-vous les calculs avec la calculette. Moi et Sofiane, on a fait comme ça, on a fait vraiment avec la calculette pour voir si on pouvait se le permettre ou pas. Et comme vous savez bien, moi j'avais dit que c'était la dernière fois, soit avec un hésite positif, soit un hésite négatif. Pour moi, c'était la dernière fois. Et bien sûr, une des raisons qui m'ont poussé à dire que c'est la dernière fois, c'est aussi dû au prix. Voilà, c'est un prix qu'on ne peut pas affronter 2 fois par an ou chaque année. Voilà. On parle de grands chiffres, pour moi, c'est des grands chiffres. Pour certains, peut-être ils peuvent être des espèces. Pour moi, c'est des grands chiffres. Donc, à le refaire dans la même année, ça ne serait pas envisageable pour moi. En tout cas, cette question, ça ne se pose même pas parce que je ne vous ai pas dit le final de ce parcours PMA. Et je voulais profiter de cette vidéo pour vous le dire, je ne voulais pas faire une vidéo à part. Sachez que quand j'ai retourné le mois de décembre voir le docteur, voilà, le 27 novembre, c'était l'échec voilà, de la FIV. On était parti le matin pour mettre l'embryon et sur la route, dans le métro, ils nous appellent la clinique pour dire venez pas parce que l'embryon il n'a pas survécu. Donc j'avais pensé d'y aller après les fêtes de Noël, de retourner voir le docteur pour avoir son avis, voilà, sur la suite, qu'est-ce qu'il pensait et tout. Finalement, j'ai décidé d'y aller avant Noël, voilà, parce que je voulais pas attendre janvier pour le voir. Du coup, j'ai parti avant Noël et lui, il s'est même pas posé la question de me le proposer encore une fois. Donc, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est attaché à l'argent. Si c'était quelqu'un attaché à l'argent, il m'aurait proposé de le faire encore une fois. Il m'a dit, vu la situation et vu ensuite, au fait, et suite aussi au fait que moi, mon endomètre,
il y a l'adénomiose. Donc, même si je fais un embryon, c'est toujours comme gagner à l'embryon que l'embryon s'accroche dans mon endomètre qui est abîmé, entre guillemets. Voilà, pour vous expliquer de manière plus simple. Du coup, lui, il m'a conseillé plutôt de partir sur un don d'ovocytes, une donation d'ovocytes. Quoi veut dire, moi, je ne suis pas trop pour la donation d'ovocytes. Et il m'a conseillé de partir à l'étranger. Voilà. J'ai dit l'Espagne parce que déjà le docteur avant lui m'avait conseillé l'Espagne. Par contre, le dernier professeur, il m'a conseillé clinique en Grèce. En Grèce, c'est moins onéreux que l'Espagne, mais les cliniques sont très bien. Juste, je peux vous dire que la clinique en Espagne, j'avais appelé, j'avais eu des échanges vidéo pour demander, pas pour la donation d'ovocytes, mais pour faire la FIV là-bas. Juste tout de suite après mon opération des polypes, je l'avais contacté et il m'avait donné un prix pour une FIV normale de 6000 et quelques. Voilà, donc 6000 et quelques. Et si j'avais bien compris, le suivi des ovocytes, on le fait ici à Paris, donc c'est à nos frais ici à Paris, bien sûr dans le privé. Et après, presque quand c'est le moment G, on part là-bas pour faire le reste. Voilà. Du coup, 6005 plus les visites que tu vas faire ici, faites-vous un peu les calculs. Si c'est 6005 juste pour une FIV classique, imaginez-vous pour une FIV XI ou pour une donation. Donc ça peut chiffrer vite, je pense vers les 15 000. Voilà. Je pense vers les 15 000. Donc, moi, je vous dis la vérité, pour la donation, je suis très freinée parce que si je réfléchis, c'est quelqu'un d'autre, c'est une autre femme qui va faire tous les piqûres à ma place, qui va stimuler son corps pour faire pour moi des ovocytes. Et pour la suite, ces ovocytes-là, ils vont être fécondés avec le sperme de mon mari. Donc, ça va être un embryon entre la personne et mon mari. Et si ça va tenir, je vais être enceinte et avoir 9 mois de grossesse, voilà. Mes doutes viennent du fait, du moment que j'ai testé ça, du moment que je sais qu'est-ce que c'est faire une stimulation. Pourquoi une autre femme, elle est prête à faire ça, sinon que pour de l'argent? Voilà. Donc ça tourne tout autour de l'argent. Ok, je te le fais, elle met en danger sa santé pour de l'argent et tout. Je sais pas, ça m'a pas plu cette idée. Peut-être que je suis bête à réfléchir comme ça. Et même si je ferais ça, mais je ferais ça pourquoi? Pour mettre un embryon dans mon corps, pour voir grossir mon ventre 9 mois, pour avoir cette sensation de quelque chose qui grandit en moi, mais finalement que c'est pas réellement de moi, voilà. Et peut-être ça ne serait pas ça un peu égoïste. Ça ne serait pas ça un peu égoïste, je pense, non? Vous trouvez pas? Profiter de quelqu'un qui est disponible à faire ça pour de l'argent, parce que dans ce cas, je profite de quelqu'un qui est disponible de faire ça pour de l'argent, pour égoïstiquement mettre ça dans mon corps, dans mon ventre, juste pour le voir pousser un ventre, juste pour le plaisir de voir pousser un ventre, pour me voir enceinte, et sachant que ça dure 9 mois. Donc, à ce point, après, dites-moi si je me trompe. Hein. Si vous l'avez faite, qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que moi, je ne l'ai pas faite. Donc, moi, je juge de manière externe. Voilà. Cette technique, je pense que ça ne me convient pas. Moralement, ça ne me convient pas. Ouais. Physiquement, peut-être ça va marcher. Hein, mais moralement, ça ne me convient pas. Voilà. Donc, ce n'est pas une chose qui me tente. Bien sûr, à l'adoption, on a réfléchi. Et ce n'est pas une chose auquel on est fermé. Voilà. On est très ouverte. Mais je ne me suis pas encore bien renseignée. Je me suis renseignée vite fait. Voilà, je vous dis la vérité. Et je ne vous cache pas que pour l'instant, je vais penser à rien. À rien de tout. Voilà, je vais juste profiter des mois, suivre et tout. Et après, quand ce sera le moment, on va le sentir. Voilà. Mais c'est que j'ai pu me renseigner. Et si certains d'entre vous, vous ne savez plus que moi, n'hésitez pas à me le dire ou à m'adresser. Pratiquement, l'adoption en France, c'est gratuit, mais c'est long. Voilà, c'est une longue démarche. Il faut avoir un certificat qui atteste l'idonéité à être adopté. Voilà, et il faut au moins 9 mois pour avoir cette idonéité. Et après ce papier, il faut s'adresser vers différentes associations et tout pour se mettre, je pense, une genre liste d'attente. Voilà. Et à l'étranger, chose qui m'a choquée, je ne savais pas, l'adoption, elle est payante. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a expliqué, j'ai vu une vidéo vite fait, qui disait que l'adoption à l'étranger, ça peut coûter entre 10 000 et 15 000 euros, selon le pays et selon, voilà.
Mais si c'est vrai, ça me choque ça, vraiment. Franchement, je suis choquée parce que tout ça tourne autour de l'argent. Mais grave, et en plus là, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec toutes ces guerres et tout, imaginez-vous combien d'enfants qui ont perdu peut-être la famille et tout. Et combien de familles aujourd'hui dans le monde, combien de couples, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une chose, une pathologie. Vraiment très répandue celle-là, parce que là c'est devenu une pathologie, voilà, comme la grippe et tout, beaucoup de personnes, ils ont chopé cette maladie et ils n'arrivent pas à avoir des enfants et voudraient des enfants, mais pas tout le monde il peut se le permettre à ce point, parce que là ça tourne tout autour de l'argent, hein. Mais je vous ai dit, je vous ai renseigné vite fait, peut-être c'était une fake news la personne qui a dit cette chose-là. Si vous savez plus que moi, n'hésitez pas vraiment à me le dire et à me renseigner, ça m'intéresserait vraiment beaucoup, voilà. Et je pense que pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous tombez là par hasard, mais qu'est-ce que vous attendez? Faites-le. C'est gratuit. En tout cas, je vous l'ai toujours dit, c'est pas une chaîne à sens unique. Je n'ai pas ouvert cette chaîne pour parler juste de PMA. Cette chaîne, elle était bien ouverte avant. Et il y avait des autres vidéos avant qui parlent un peu de moi, un peu de ma vie, un peu de Sofiane, un peu de mon travail, un peu de nous. Voilà. Et je vous laisse aussi tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout en bas, dans la barre d'infos. On se dit au revoir et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, kisses.